Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'information à la une de l'actualité de ce 19h. Les chefs d'État de la CEDEAO invitent le président de la transition malienne, Assimi Goïta, à prendre part au sommet extraordinaire des chefs d'État prévu ce vendredi à Accra, au Ghana. Objectif, l'examen de l'évolution de la situation politique au Mali. Large mobilisation latino-américaine et caribéenne avec l'autodétermination du peuple sahraoui. Plus d'une centaine de personnalités ont signé cette déclaration internationale. Dossier ukrainien, l'OTAN équipe ses forces contre une possible attaque nucléaire, chimique ou biologique. Sport football, moins de 24 heures nous séparent de la première phase de la double confrontation en match barrage qualificatif à la Coupe du Monde Qatar 2022 entre l'Algérie et le Cameroun. Le match est prévu demain, vendredi, à partir de 18h au Japoma Stadium. Situation politique au Mali pour commencer. Le chef des autorités de transition malienne, Assimi Goïta, invité par la communauté économique ouest-africaine à un sommet extraordinaire prévu demain, vendredi, mais il semblerait qu'il aurait choisi de ne pas s'y rendre. Safwan Ben Sabri. Les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont invité le colonel Assimi Goïta, président des autorités de transition maliennes, à prendre part au sommet extraordinaire des chefs d'État prévu le 25 mars prochain à Accra au Ghana. Le sommet sera consacré à l'évolution de la situation politique dans la République du Mali. Le gouvernement de transition du Mali a regretté dimanche l'absence de compromis avec Goodluck Jonathan, le médiateur de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le gouvernement malien avait indiqué que ces consultations se tiennent à la suite de la note verbale du 26 février de la représentation de la CEDEAO envoyée au gouvernement du Mali et communiquant une proposition de chronogramme pour une transition de 12 à 16 mois. Exceptionnellement invité, Assimi Goïta aurait choisi de ne pas se rendre au sommet extraordinaire de la CEDEAO. Le président de la transition a annoncé sa disponibilité à interagir par visioconférence avec les chefs d'État ouest-africains. Le chef de l'autorité malienne a annoncé l'envoi d'Abdoulaye Diop, chef de la diplomatie malienne. Au Tchad, après une semaine de suspension, les travaux du pré-dialogue ont repris dans la matinée du 22 mars entre le gouvernement de transition tchadien et le groupe politico-militaire. Le Qatar, qui avait été choisi pour accueillir les négociations, accepte d'être pays médiateur, a rapporté le journal en ligne Tchad Info. L'ensemble des participants ayant signé un document stipulant l'acceptation du Qatar comme médiateur. D'après les médias tchadiens, les 52 mouvements politico-militaires invités à Doha se sont finalement constitués en 3 groupes pour le pré-dialogue entre le gouvernement de transition tchadien et les mouvements politico-militaires. 2 attaques survenues mercredi soir à Beledweyne, une localité du centre de la Somalie, revendiquée par les Shabab, ont tué au moins 48 personnes et blessé 108 autres, selon un nouveau bilan, a déclaré jeudi le gouverneur de l'État d'Irshabelle. Ces attaques sont intervenues quelques heures après une autre attaque menée contre l'aéroport de la capitale Mogadiscio, réputé pour être le site le plus sécurisé de ce pays instable de la Corne de l'Afrique. Et au Nigeria, le géant africain fait face à l'une de ses pires crises énergétiques de ces dernières années. Les pannes d'électricité sont devenues courantes chez le premier producteur de pétrole d'Afrique. Les infrastructures ne parviennent souvent pas à acheminer l'électricité aux habitants. L'effondrement prolongé des réseaux électriques au cours des dernières semaines, combiné à une hausse mondiale des prix du diesel du fait de la guerre en Ukraine, plonge dans le noir ces quelques 210 millions d'habitants.
Grande et large solidarité latino-américaine et caribéenne avec l'autodétermination du peuple sahraoui. Peuple, organisations sociales et mouvements populaires expriment leur soutien au Front Polisario et à la RAST face à la honteuse trahison du gouvernement d'Espagne et de son chef du gouvernement, Pedro Sánchez. Cette déclaration internationale a été signée par des centaines de personnalités, une réaction d'ensemble de tous les pays latino-américains. Et pour en parler, nous avons en direct via visioconférence Monsieur Esteban Silva, président de l'association chilienne de solidarité avec le peuple sahraoui. Bonsoir Monsieur Esteban. Bonsoir. Alors, quel impact peut avoir cette déclaration latino-américaine sur les relations avec Madrid? Bon, je pense d'abord que c'est très important qu'un groupe très significatif des dirigeants politiques, des droits de l'homme, des mouvements sociaux et mouvements populaires d'Amérique latine et des Caraïbes, on a exprimé notre plus grande solidarité envers les Front Polisario, envers la race, face à la honteuse trahison du gouvernement de l'Espagne et de son président Pedro Sánchez, de la cause légitime du peuple sahraoui pour la autodétermination et la pleine souveraineté sur son territoire. C'est une déclaration qui a été signée, par exemple, pour le prix Nobel de la paix Adolfo Pérez Esquivel, pour des dirigeants politiques des partis qui sont en gouvernement, par exemple, la plupart des dirigeants les plus importants de Morena, le gouvernement du président López Obrador du Mexique, des parlementaires, des présidents des organisations des droits de l'homme, des associations de solidarité de tous les pays de l'Amérique latine jusqu'à le sud, jusqu'à la Patagonie, c'est-à-dire jusqu'à l'Argentine, pour exprimer que la nouvelle position du gouvernement espagnol n'est pas basée sur une décision juridiquement fondée et qu'elle viole les droits internationaux et la légalité qui ne reconnaissent aucune souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Et c'est très important parce que c'est l'Amérique latine qui s'adresse à la politique en critiquant la politique de l'Espagne envers une solidarité avec la autodétermination du peuple sahraoui. Ce sont le même peuple qui ont lutté ensemble dans les siècles passés contre le colonialisme espagnol pour obtenir l'indépendance et la autodétermination qui aujourd'hui trouvent dans la position du peuple sahraoui, du Front Polisario, leur esprit de lutte et leur revendication d'autodétermination, d'indépendance, la même lutte, les mêmes combats que les latino-américains on a fait ensemble et qu'aujourd'hui on refuse, on critique la position du gouvernement et la trahison envers le Sahraoui du gouvernement espagnol. Monsieur Esteban, dans la déclaration de soutien à la cause sahraoui, les signataires soulignent la non-fiabilité de Pedro Sánchez vis-à-vis de ses partenaires économiques. Ils dénoncent aussi le double langage du Premier ministre espagnol qui fustige l'offensive russe en Ukraine et appuie dans le même temps la colonisation marocaine au Sahara occidental. Quel est votre commentaire là-dessus? Oui, bien sûr, parce que l'Espagne, en tant que pays qui fait partie de l'OTAN et de l'Union européenne, d'une part critique l'action militaire de la Russie sur la Ukraine, qui qualifie d'agression et qui viole l'intégrité territoriale de ces pays. Et d'autre part, elle soutient l'annexion et l'occupation illégale du Sahara occidental en appuyant la proposition entre guillemets d'autonomie du Maroc sur un territoire qui appartient au peuple sahraoui. C'est la double mesure, le double poids, c'est l'hypocrisie, parce que maintenant, vous savez bien qu'il y a une guerre depuis novembre 2020 qui a déclenché
le Maroc, parce que a violé le cessez-le-feu de façon unilatérale et qui a déclenché encore la guerre entre le peuple sahraoui, le Front Polisario, l'armée de libération sahraoui et l'armée marocaine. Et donc, la position qui prend Monsieur Sánchez Castejón et les SOE, c'est une position d'appui finalement, en concrète, non, à le Maroc dans les conflits et dans la guerre aussi. Pas seulement une position qui viole les droits internationaux et la légalité qui ne reconnaissent pas aucune souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Et c'est ça qui est plus grave encore. Très bien, merci beaucoup Monsieur Esteban Silva d'avoir été en direct avec nous depuis le Chili. Je rappelle que vous êtes président de l'Association chilienne de solidarité avec le peuple sahraoui. Et nous passons à présent après la dernière décision du chef du gouvernement espagnol de soutenir la position marocaine sur le Sahara occidental. Justement, un florilège de critiques est tombé sur Pedro Sánchez, confronté à une crise multidimensionnelle d'une rare intensité. Le gouvernement espagnol essuie de grandes turbulences. Sofiane Barouti. Confronté aux parlementaires, le chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez a eu de la peine à masquer la situation de grande crise que vit l'Espagne dans ce moment critique. Sa dernière décision controversée de soutenir l'occupation marocaine du Sahara occidental a suscité une levée de boucliers, principalement à gauche de l'hémicycle espagnol. Même le PSOE, parti de Sánchez, a demandé des éclaircissements, vu l'embarras conséquent à l'alignement de Madrid sur la position marocaine, qui souffre d'une grande carence au regard du droit international. Pour rappel, l'Espagne est la puissance administratrice et a une responsabilité historique dans la décolonisation du Sahara occidental, au regard de la résolution 1514 de l'Assemblée générale des Nations unies qui consacre le droit à l'autodétermination des peuples soumis à des situations coloniales. Pedro Sánchez, arrivé au pouvoir après la chute du gouvernement Rajoy, est confronté à une situation de profonde crise sociale et économique, qu'une députée d'opposition a qualifié, je cite, de collapse de l'État espagnol, notamment avec l'augmentation sans précédent des prix de l'énergie en conséquence de la guerre en Ukraine. L'opposition reproche au gouvernement de continuer à fonctionner avec le cadre constitutionnel hérité de la dictature franquiste. Le lien avec la monarchie marocaine a connu une grande crispation diplomatique, notamment autour de la crise des frontières et après que Rabat ait signé un accord sécuritaire avec l'entité sioniste. De multiples affaires de corruption entachent aussi cette relation intermonarchique. La décision de Pedro Sánchez ajoute plus d'instabilité à l'espace de la Méditerranée occidentale, ou la guerre au Sahara occidental qui a repris depuis plus d'un an avec la rupture du cessez-le-feu par l'occupant marocain. Cette décision controversée est clairement une menace pour la stabilité de la région. À ce propos, le chef de la diplomatie portugaise, en visite à Alger, où il a été reçu par le président de la République, a déclaré à cette occasion le grand intérêt de Lisbonne à l'approfondissement des relations bilatérales. Il a aussi rappelé que son pays n'oubliera jamais le rôle déterminant joué par l'Algérie dans le processus de démocratisation du Portugal qui était soumis jadis à la dictature colonialiste de Salazar. Dans le dossier ukrainien à présent, et ces images d'abord publiées ce jeudi par le ministère russe de la Défense qui montrent des convois militaires russes et des points de contrôle dans la région de Kiev en Ukraine. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s'est entretenu avec le président du Comité international de la Croix-Rouge, Peter Maurer, un mois après le lancement de l'offensive russe en Ukraine. Peter Maurer qui a déclaré ce jeudi avoir discuté avec ses interlocuteurs russes de la nécessité de protéger les civils dans le conflit en Ukraine.
Nous avons discuté du droit international humanitaire et des dispositions de la Convention de Genève relative à la conduite des hostilités qui prévoit les populations civiles doivent être protégées. Nous avons une ligne de front particulièrement difficile en ce moment en Ukraine dans le sens où les populations sont exposées aux opérations militaires dans les zones urbaines. Elles sont exposées et piégées entre les lignes de front. L'actualité diplomatique s'est annoncée très chargée en cette fin de semaine à l'occasion de la tenue des 3 sommets de l'OTAN, du G7 et de l'Union européenne à Bruxelles. Les membres de l'Alliance Atlantique devraient consacrer l'essentiel de leurs travaux aux conséquences multidimensionnelles du conflit russo-ukrainien. Mohamed Ali Ben Chaban. Avec la participation du président américain Joe Biden, le Conseil européen s'est réuni aujourd'hui en fin d'après-midi pour objectif de dégager un compromis pour réduire sa dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. Sécuriser l'approvisionnement énergétique et limiter la flambée des prix des hydrocarbures en Europe. Pour y parvenir, la Commission européenne veut s'assurer que les stocks de gaz soient remplis à 90% de leur capacité d'ici l'automne prochain. Washington a annoncé de nouvelles sanctions financières contre la Russie en réponse à l'opération militaire en Ukraine et renforcer la coordination avec ses alliés occidentaux pour empêcher la Russie d'utiliser ses réserves d'or. Ces mesures impliquent en particulier un gel des avoirs aux États-Unis concernant 328 députés de la Douma et l'institution elle-même, ainsi que 48 grandes entreprises publiques du secteur de la défense. Les sanctions visent notamment Tactical Missiles Corporation GSC, un conglomérat de défense russe appartenant à l'État et dont l'armement est actuellement déployé en Russie. Les dirigeants des pays du G7 et de l'Union européenne veulent également continuer à empêcher la Banque centrale russe d'utiliser les réserves internationales, y compris au nord, afin de bloquer le financement de la guerre. Pour que l'Union européenne réduise sa dépendance au gaz russe, les États-Unis vont livrer davantage de gaz naturel liquéfié à l'Europe via le Royaume-Uni. Et au 29e jour du conflit en Ukraine, Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, a annoncé que des équipements de protection contre les menaces chimiques, biologiques et nucléaires seront fournis à l'Ukraine, mais aussi l'envoi de renforts dans 4 pays de l'Est de l'Europe. Mohamed Amin Aberkan. Les chefs d'État et de gouvernement occidentaux ont participé ce jeudi à Bruxelles à 3 sommets dédiés au conflit en Ukraine, OTAN, G7 et Union européenne. La journée a d'ailleurs débuté par le sommet de l'OTAN et les dirigeants de 30 pays membres se sont entendus sur l'envoi de renforts dans 4 pays de l'Est de l'Europe, Bulgarie, Roumanie, Hongrie et Slovaquie, pour pouvoir faire face à toute éventualité au regard du conflit en Ukraine. Et à l'issue du sommet extraordinaire de l'Alliance Atlantique, Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'organisation, annonce que l'OTAN va fournir à l'Ukraine des équipements de protection contre les menaces chimiques, biologiques, mais aussi nucléaires. Our top military commander, General Walters, has activated NATO's chemical, biological, radiological and nuclear defense elements, and allies are deploying additional chemical and biological and nuclear defenses to reinforce our existing and new battle groups. Jens Stoltenberg, qui s'est vu d'ailleurs prolonger son mandat de chef de l'Alliance jusqu'en septembre 2023 dans un contexte particulier de la plus grande crise de sécurité depuis une génération, rappelant que lors de l'Assemblée générale de l'ONU, regroupant 193 États réunis, il a adopté à la majorité de 140 voix une nouvelle résolution qui exige de la Russie un arrêt immédiat de son opération spéciale en Ukraine. Sans le combat mené par l'Ukraine face à l'offensive russe, tous les voisins de la Russie seront en danger, a mis en garde ce jeudi le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans un discours devant le Parlement suédois. Je vous propose de l'écouter. Le 24 février, je me suis adressé à vous avec une demande parfaitement claire et logique pour aider à fermer notre ciel dans n'importe quel format, protéger notre peuple des bombes et des missiles russes. Nous n'avons pas entendu de réponse claire. L'Ukraine ne dispose pas de puissantes armes antimissiles et une flotte d'avions beaucoup plus petite que celle de la Russie. Vous pouvez nous donner 1% de tous vos avions
1% de tous vos tanks. Nous ne pouvons pas simplement acheter cela. Un tel approvisionnement ne dépend directement que des décisions de l'OTAN, des décisions politiques d'ailleurs. 100% безпеки, а нам потрібен один. La Chine a renvoyé ce jeudi au patron de l'OTAN ses accusations de désinformation après que Jens Stoltenberg l'ait accusé d'offrir un soutien politique à la Russie et de répandre des mensonges sur l'offensive russe en Ukraine. Proche partenaire économique et diplomatique de Moscou, Pékin n'a affiché jusqu'ici ni soutien ni réprobation, appelant l'ensemble des parties à la retenue. Les Occidentaux pressent le géant asiatique de manifester clairement son opposition. Accuser la Chine de diffuser de fausses informations sur l'Ukraine revient à diffuser soi-même de fausses informations. Les pays européens doivent défendre le principe de l'autonomie stratégique et travailler avec les pays concernés, y compris la Russie et l'Ukraine, pour construire une structure de sécurité européenne équilibrée, efficace et durable par le dialogue et la négociation dans l'esprit de l'indivisibilité de la sécurité. Les États-Unis et l'OTAN devraient également dialoguer avec la Russie pour résoudre les problèmes fondamentaux à l'origine de la crise ukrainienne. Direction la Palestine, plus d'une dizaine de Palestiniens ont été arrêtés et plusieurs autres blessés ce jeudi au cours d'incursions sionistes dans différentes zones de la Cisjordanie occupée. Selon des médias citant des sources locales et sécuritaires, à Beit Lahm, 3 personnes ont été blessées par les tirs des forces d'occupation, outre l'arrestation de 3 autres lors d'un raid ciblant le camp d'Ed Sheishah au sud du gouvernorat, selon l'agence palestinienne de presse Wafa. Nous allons parler à présent de l'accord sur le nucléaire iranien. Le ministre iranien des Affaires étrangères en visite à Damas, Hossein Amir Abdollahian, a affirmé mercredi que son pays est proche de parvenir à un accord sur le rétablissement de l'accord sur le nucléaire de 2015. Si l'Amérique adoptait une vision réaliste et traitait cette question de manière réaliste, nous serions prêts à proclamer cet accord, a-t-il confié aux journalistes après une réunion avec son homologue syrien Faisal Mokdad et d'autres hauts responsables à Damas. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'attend à recevoir un exposé ce jeudi sur la situation politique et humanitaire en Syrie. Justement, l'envoyé spécial pour la Syrie, Geir Pedersen, devrait évoquer par visioconférence les développements politiques, tandis que le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, Martin Griffiths, fera un exposé en personne sur la situation humanitaire. 4 jours après le crash du vol MU 5735 de China Eastern dans une zone montagneuse du Wuzhou dans le sud de la Chine, les équipes de recherche ont retrouvé un imposant débris. Des restes humains ont été retrouvés également, mais les autorités n'ont pas encore déclaré la mort des 123 passagers et des 9 membres d'équipage. Direction le Japon, le projectile tiré ce jeudi par la Corée du Nord, que les autorités japonaises suspectent d'être un missile balistique intercontinental, est tombé dans la zone économique exclusive maritime du Japon, a annoncé le ministère de la Défense nippon. Sport football, l'entraîneur de la sélection algérienne de football, Jamal Belmadi, a estimé ce jeudi à Douala que le stage de 3 jours à Malabo, en Guinée équatoriale, a permis à son équipe de se préparer au mieux pour le match aller des barrages de qualification à la Coupe du Monde face au Cameroun, qui se jouera donc demain, vendredi, à partir de 18h au stade de Djapoma. C'était un stage studieux. Nous avons pu mettre en application notre programme et se préparer au mieux pour cette manche aller, a déclaré Jamal Belmadi à l'arrivée des Verts à Douala.
Nous allons parler de cybersécurité à présent. Le premier sommet de la cybersécurité au Togo est co-organisé par la République togolaise et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Ce sommet de la cybersécurité qui a débuté hier s'achèvera donc aujourd'hui à Lomé au Togo. Iman Merat. Le premier sommet de la cybercriminalité en Afrique, conduit par le président togolais Faure Gnassingbé, a ouvert ses portes mercredi à Lomé pour une durée de 2 jours. Le président togolais s'est exprimé à cette occasion et a assuré que ce sommet visait à trouver les moyens adéquats pour combattre les cyberattaques. Nous sommes réunis ici afin de mener ensemble des réflexions sur les moyens de relever les défis liés à la cybercriminalité. Il s'agit de développer des synergies pour combattre la criminalité dans la transition numérique. Ce sommet, co-organisé par le Togo et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, a regroupé des membres de gouvernements de plusieurs nations africaines, des responsables du secteur privé, ainsi que des leaders de la société civile. Un sommet qui permettra de parcourir et de jauger le statut de la cybersécurité dans le continent africain, d'évaluer l'état de la coopération en matière de cybersécurité régionalement et mondialement parlant, ainsi que l'engagement à l'égard de la Convention de l'Union africaine. Il consentira aussi à fournir des recommandations politiques pour assurer une cybersécurité répondant aux besoins de la transformation numérique du continent. Faure Gnassingbé a conclu son discours en affirmant que le présent sommet de Lomé était le premier du genre en la matière sur le continent africain. Un sommet à lourde obligation de proposer des réponses idoines à ce double enjeu et de tracer la voie à suivre. Dès lors, selon lui, le sommet prendra tout son sens et sera d'une utilité certaine. Le sommet à Lomé promet de présenter le modèle togolais de partenariat public-privé en matière de cybersécurité et de proposer des pistes concrètes de collaboration opérationnelle. Pour rappel, la cybercriminalité est une menace en pleine expansion en Afrique. Les chiffres de 2021 sur la cybercriminalité dans ce continent, établis par Interpol et les entreprises privées du secteur, dénotent de la vulnérabilité de certains pays africains pris pour cible. Et nous restons sur le continent africain et direction l'Algérie, plus précisément au Palais des Expositions, où le coup d'envoi de la 25e édition du Salon international du livre d'Alger a été donné par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Il a effectué une visite à travers les différents stands des exposants. Ils sont 1250 participants venus de 36 pays. Cette année, l'invité d'honneur du Salon est l'Italie. Antonia Grande, directrice de l'Institut culturel italien, nous partage d'ailleurs sa joie. Ça, c'est un projet très important, pour nous. Bon, c'est vraiment un grand honneur d'être là. C'est un grand signe de respect, d'amitié vis-à-vis de l'Italie. On a beaucoup apprécié cette invitation. Donc, on a vraiment essayé de faire un travail à la hauteur de l'invitation. Il y aura un panel sur une table ronde sur l'histoire, justement sur la solidarité du peuple italien au peuple algérien pendant la guerre de libération. Histoire et mémoire, on peut dire que ce seront les thèmes les plus importants. Et le salon donc est sous le thème « Le livre passerelle de mémoire à vie » donc aux mordus du livre. L'ouverture au public est programmée pour demain et se déroulera jusqu'au 1er avril. Une halte s'impose à présent sur la vie de la diaspora algérienne. Nous partons à la découverte de Morad Bouache, ce chercheur algérien établi à la Silicon Valley, mecque des nouvelles technologies. C'est un portrait signé Kherdin Batash. Quoi de mieux qu'un regard vers l'horizon dégagé, porté à partir d'un port d'attache, pour mesurer le chemin parcouru. Morad Bouache, aujourd'hui chercheur algérien reconnu à la Silicon Valley, apprécie tout particulièrement le retour aux sources. Donc, une fois terminé le doctorat, j'ai commencé des post-docs. Généralement, c'est des expériences de recherche dans la même spécialité qui est la microarchitecture. Première expérience, c'était dans la même université, le même laboratoire en France. Après, j'ai eu des conférences à travers toute l'Europe dans la même spécialité dans le cadre de mon doctorat. Et après, dans le cadre de postdoc, j'ai eu mon premier article accepté dans une conférence internationale
qui était à Las Vegas. Ce natif de Cherchell a brillé chez les mastodontes américains du web et des nouvelles technologies. Passé entre autres par Yahoo, Alverizon et aujourd'hui chez Intel, Mourad Bouache n'oublie pas l'Algérie. Donc l'intelligence artificielle, elle est là pour régler des problèmes. Régler les problèmes, comme j'ai dit, de priorité nationale, que ce soit dans l'éducation, l'agriculture, l'énergie, etc. Si on prend la santé comme exemple, déjà il faut numériser, digitaliser cette plateforme-là, créer l'infrastructure avec un centre de données, un data center, et là on numérise toute cette plateforme en utilisant des logiciels et du matériel aussi. Après, quand on termine avec la digitalisation, on passera à l'intelligence artificielle où on génère beaucoup de données, trouver des patterns dans les données et après on crée des applications. Altruiste jusqu'au bout des ongles, cet ancien pensionnaire des campus de la Californie dédie une partie de son temps à la formation et au mentoring des jeunes étudiants algériens. Avec quelques-uns de ses fidèles acolytes à la Silicon Valley, Mourad Bouache a créé Moubachir SV, une plateforme dédiée à la diffusion de contenus accessibles à tous. Donc en 2019, on a fait un bootcamp, 2019, qu'on l'appelait Ready, ça veut dire qu'on est prêt. Donc ce bootcamp, c'était une visite des 3 universités de l'Est. On a essayé avec d'autres universités, mais on a commencé par l'Est. Après, on va faire l'Ouest, le Sud et le Centre. Donc pour l'Est, l'université de Skikda, l'université de Constantine et l'université de Biskra. L'objectif, en fait, c'est de développer quelques spécialités qui existent dans la Silicon Valley qui peuvent aider l'étudiant à, en fait, développer les idées, premièrement, et deuxièmement, en fait, avoir cette confiance de passer de l'idée jusqu'à start-up et pourquoi pas une société, une grande société. Mais l'engagement du chercheur algérien envers le développement du secteur des nouvelles technologies chez lui va au-delà de l'aspect académique. Le conférencier veut montrer l'exemple et s'investit sur le terrain de la transformation numérique et digitale en Algérie. Il a déjà créé 2 startups dans 2 secteurs clés. Mourad Bouache, ou l'exemple vivant d'une diaspora fière de contribuer au développement de son pays sans rien en attendre en retour. Voilà, c'est la fin de ce 19h. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo présentée par Amal Amzienne Zitouni. Bonne suite des programmes sur Al 24 News. À demain.